Le stress est une très bonne chose pour toi parce qu'il favorise ton apprentissage, il te rend plus intelligent, plus concentré, il favorise ta croissance cérébrale parce que les gens qui ressentent beaucoup de stress au moment d'un événement marquant ont beaucoup moins de chances de subir des troubles post-traumatiques parce que le stress t'incite à avoir plus de contacts humains et parce qu'une vie avec beaucoup de stress, c'est une vie qui a du sens. On a demandé à 2 groupes de personnes de faire un discours en public. On sait que c'est l'activité la plus stressante pour la plupart des gens, c'est l'une des pires peurs qui soit. On leur a demandé comment ils pensaient devoir gérer le stress. Est-ce qu'ils devaient se dire « je suis calme » ou est-ce qu'ils devaient se dire « je suis excité ». 90% des personnes pensaient qu'il valait mieux se dire « je suis calme ». On a divisé ces personnes en 2 groupes. Le premier groupe devait se dire « je suis calme » et essayer de se calmer et d'enlever le stress avant le discours. Le deuxième groupe devait se dire « je suis excité » et essayer de transformer de manière positive l'énergie du stress. On a remarqué que les gens du deuxième groupe qui se disaient « je suis excité » et qui acceptaient le stress avaient de bien meilleures performances. Le deuxième groupe se sentait plus confiant et avait une meilleure performance selon l'audience, ils étaient plus persuasifs. Tout ça en se disant simplement « je suis excité » plutôt que d'essayer de se calmer. Dans une étude qui a été faite sur 30 000 Américains pendant 8 ans, on a observé les personnes qui avaient ressenti le plus de stress. Et on leur a demandé si elles avaient une vision positive ou plutôt une vision négative du stress. On a remarqué que les gens qui avaient une vision négative du stress et qui avaient beaucoup d'événements stressants dans leur vie, vous voyez leur risque de mortalité augmenter de 43%. Mais ensuite, on a regardé les gens qui ont ressenti beaucoup de stress pendant cette période et qui avaient une vision positive du stress. Et on a remarqué qu'ils avaient un taux de mortalité inférieur à tous les autres participants de l'étude, y compris ceux qui avaient ressenti très peu de stress pendant cette période. L'état d'esprit que l'on a par rapport à quelque chose détermine l'effet qu'il va avoir sur notre corps. Par exemple, les gens qui pensent qu'il est bon de vieillir parce qu'on gagne en sagesse ont 8 ans d'espérance de vie en plus en moyenne. On a aussi fait une étude sur 2 groupes de femmes de ménage. On a poussé les unes à comprendre que l'activité de faire le ménage était un exercice physique qui pouvait améliorer leur santé et on a remarqué que celles qui avaient reçu cette croyance-là voyaient leur santé s'améliorer et elles perdaient du poids par rapport aux autres qui faisaient exactement le même ménage et les mêmes exercices physiques. La croyance qu'on a par rapport à une activité ou à une sensation influence directement la manière dont notre corps réagit. On a fait une étude lors d'un faux entretien d'embauche et on a observé ce qu'il y avait dans la salive des participants. On peut déterminer le niveau de stress de quelqu'un en analysant sa salive parce qu'à l'intérieur de la salive, on peut trouver des hormones liées au stress qui sont la DHEA et la cortisol. La DHEA est un neurostéroïde, c'est-à-dire exactement ce que tu imagines, quelque chose qui favorise l'activité de tes neurones. La cortisol, par contre, qui est une autre hormone du stress, limite ton activité digestive, ton activité reproductive, c'est ce qui fait que quand tu es stressé, ton corps se concentre pas sur ces choses qui sont secondaire à ce moment-là, qui est un moment d'urgence. Et donc on a observé la salive de ces différents cobayes pendant ce faux entretien d'embauche, et on les a divisés en 2 groupes. Le premier groupe, on leur a dit que le stress était une mauvaise chose et que c'était mauvais pour leur santé, et le deuxième groupe, on leur a fait comprendre que le stress était plutôt une bonne chose. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand on a une vision plus positive du stress, eh bien le taux de DHEA dans la salive augmente, alors que le taux de cortisol reste stable. On appelle index de croissance le rapport entre la DHEA, qui est ce neurostéroïde, et la cortisol, qui est ce truc qui paralyse la digestion et les fonctions reproductives. Et quand on a une bonne vision du stress, l'index de croissance du stress augmente. Donc le stress peut exister sous différentes formes en fonction des croyances que tu as par rapport à lui et il produit différentes réactions chimiques dans ton corps. Il y a 2 réponses classiques de stress qui sont la réponse du challenge et la réponse de la menace. Quand tu te sens incapable de gérer une situation, tu vas avoir un stress lié à une menace. Et quand tu te sens capable de gérer une situation, tu vas avoir un stress de challenge. Quand tu as un stress de challenge, tu as plus de sang qui circule pour te permettre d'être plus actif, plus présent dans le moment pour gérer la situation. Alors que quand tu as un stress de menace, quand tu te sens incapable de gérer la situation, au contraire, tu as moins de sang qui circule. C'est un instinct que l'on a qui fait que quand on ressent ce type de stress de menace, si tu te prends un coup, si tu te fais attaquer, tu vas perdre moins de sang parce que tu as moins de sang qui circule.
Eh bien, ce deuxième type de stress, le stress de la menace, n'améliore pas tes performances et il augmente tes problèmes cardiaques. Alors que le stress du challenge augmente tes performances et il n'est pas lié aux problèmes cardiaques. Lors d'études faites sur des exercices de prise d'otage, on a remarqué que les gens qui ressentaient plus de stress tiraient moins souvent sur les faux otages, parce que c'était un exercice, que les gens qui ressentaient moins de stress. Le stress augmente la taille de tes pupilles pour te permettre de mieux voir, il te permet de mieux entendre, il te permet de mieux comprendre les situations rapidement, il augmente ton intuition sociale et il te permet d'être plus performant et plus intelligent de manière générale. En te rendant plus rapide et en te permettant de mieux te concentrer et moins divaguer, eh bien il te permet par exemple de mieux réussir un examen. On a remarqué par exemple que parmi les étudiants auxquels on avait donné une bonne vision du stress, eh bien ceux qui étaient plus stressés avaient de meilleurs résultats aux examens. Et ce résultat marchait même plusieurs mois après. On leur a donné une intervention d'1 heure pour leur expliquer que le stress était bon, et plusieurs mois après, cela continuait à faire un effet positif sur leurs résultats qui étaient meilleurs que les groupes qui n'avaient pas reçu cette intervention-là. On sait que les gens qui partent à la retraite, même si elles vivent moins de stress, ont 40% de risque en plus de tomber dans la dépression. Imaginons que tu soustrais tous les jours les plus stressants de ta vie maintenant. Élimine tous ces jours de ta mémoire. En général, quand tu élimines ces jours de ta mémoire, eh bien ta vie n'a plus de sens. Parce que ces jours-là sont les moments pendant lesquels tu as appris le plus, pendant lesquels tu as grandi le plus, et ce sont les jours qui donnent un sens à ta vie. Pour avoir une meilleure vision, une vision plus positive de ces situations de stress, tu dois écrire tes 3 valeurs principales. Est-ce que c'est la créativité, l'humour, l'intelligence, le courage, l'honnêteté, la famille, les amis, quoi que ce soit d'autre? Pense à tes 3 valeurs principales et écris-les pour y repenser plus facilement pendant une période de stress. Ça te permettra de donner du sens à la situation et de grandir à partir de cette expérience-là. Tu peux l'écrire dans les commentaires. Est-ce que c'est la compassion, la tolérance, la gentillesse, quoi que ce soit? Utilise ton imagination et dis-moi les 3 valeurs qui pour toi sont les plus importantes en ce moment. Pour ne pas te sentir mal la prochaine fois que tu es stressé dans une situation difficile, tu dois penser à la chose suivante. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui va aller sur le mont Everest et qui un jour va passer une nuit sombre et froide avant d'arriver au sommet, est-ce que cette personne va se plaindre d'être stressée? Non, parce que ce serait absurde. Quand tu vas sur le mont Everest, tu sais que tu vas être stressé à l'avance, tu sais qu'il va y avoir des nuits froides et difficiles, donc tu ne t'en plains pas, et donc tu ne vois pas le stress comme quelque chose de négatif. Eh bien, la prochaine fois que tu ressentiras beaucoup de stress, rappelle-toi que tu as choisi d'aller sur le mont Everest. La plupart du temps, quand on est très stressé, c'est parce qu'on fait quelque chose qui a de l'importance pour nous, et quelque chose qu'on a choisi de faire, ou quelque chose qui compte pour les gens qui sont importants pour nous. La prochaine fois que tu ressens beaucoup de stress, pour te rappeler que ça a de l'importance pour toi et pourquoi ça a de l'importance pour toi, dis-toi la phrase suivante. C'est juste une nuit sombre et froide de plus sur l'Everest. Quand on est stressé dans une situation, on apprend beaucoup plus à partir de cette situation parce que le stress favorise des hormones liées à l'apprentissage dans le cerveau et quand on a été stressé dans une situation, après les événements, on y repense beaucoup. On rejoue la scène dans sa tête en imaginant différentes actions, différents scénarios et ça reste bien mieux dans notre mémoire. La question que les gens se posent souvent, c'est à partir de quel moment le stress, même si c'est généralement positif, à partir de quel moment ça devient quand même quelque chose de négatif. On a remarqué que les gens les plus anxieux, qui ont des troubles de l'anxiété sociale, ont les mêmes réactions de stress que tout le monde. Biologiquement, hormonalement, ils ont le même niveau d'adrénaline, ils ont le même rythme cardiaque que les gens qui sont moins stressés. La différence entre quelqu'un qui est plus stressé et quelqu'un qui est normalement stressé, c'est juste une différence d'interprétation de ces mêmes signaux hormonaux et biologiques. Et c'est donc pour les gens qui ont le plus de stress, qui ont le plus d'anxiété, que le changement d'attitude par rapport au stress est le plus important. On sait par exemple que le stress chez les femmes enceintes n'est pas vraiment un problème pour les enfants. C'est un problème dans seulement 2 cas, pour les femmes qui vivent une période pendant laquelle elles sont sans abri et pour les femmes qui survivent à des attaques terroristes. Pour les autres femmes qui subissent des stress importants pendant la grossesse, cela produit souvent une amélioration des capacités cérébrales de l'enfant et une meilleure variabilité cardiaque du bébé. La variabilité cardiaque, c'est un indicateur général de la bonne santé de quelqu'un. Tu te demandes sûrement pourquoi est-ce qu'on a une si mauvaise vision du stress dans notre société.
Ça remonte à un docteur hongrois qui s'appelait le docteur Celi qui a inventé le stress. Le docteur Celi faisait des injections bizarres sur des souris dans son laboratoire. Il leur injectait le contenu de foie de vache à l'intérieur de leurs organes. Et il faisait différentes expériences comme ça, notamment en les effrayant, en essayant de noyer ces souris, en les torturant quasiment, en les enfermant dans des boîtes trop petites pour elles. Bref, en torturant ces souris, il remarquait que dans ces différentes situations, les souris avaient la même réaction. Elles avaient l'équivalent d'une dépression pour une souris et elles se laissaient mourir. Alors pour comprendre l'effet commun de ces différentes actions extrêmes sur les souris qui les menaient à ces dépressions et à la mort, il a utilisé le mot stress. Il a expliqué que quand on ressentait cette tension-là, ce stress-là en soi, eh bien cela menait à la mort. Et effectivement, quand quelqu'un essaye de te noyer, quand on t'injecte n'importe quoi dans le corps, quand on t'enferme, quand tu te fais agresser par une plus grande souris que toi, dans toutes ces situations extrêmes, effectivement, le stress produit la dépression et produit la mort. Quand tu es stressé parce que tu vas rater tes examens, parce que tu vas être en retard pour aller chercher tes enfants à l'école ou quoi que ce soit de ce genre-là, ça n'a rien à voir avec le stress d'une souris qui est noyée, torturée, enfermée et qui vit cette expérience traumatique-là. Et donc une mauvaise vision du stress a été répandue dans la société et comme on l'a vu, quand on a une mauvaise vision de quelque chose, eh bien cela se réalise vraiment et a des effets biologiques. Mais si on avait la vision exactement inverse sur le stress, eh bien le stress devient quelque chose de positif. La théorie classique que tu as peut-être déjà entendue, c'est que le stress est un archaïsme, c'est quelque chose qui nous servait dans la savane pour fuir ou combattre quand on était face à un lion ou face à une autre tribu, mais c'est pas du tout ça le stress, c'est quelque chose qui nous sert encore aujourd'hui dans notre contexte actuel. C'est pas un archaïsme de la préhistoire, tu as besoin du stress aujourd'hui pour être plus concentré, plus intelligent et pour mieux apprendre, mais aussi pour être plus sociable et plus rechercher le contact avec les autres. Il y a une réaction peu connue du stress qui est la réaction amicale, qui consiste à s'ouvrir, à rechercher le contact humain. Cette réaction est courante dans les événements traumatiques comme les attaques terroristes, comme les événements où on vit quelque chose de très négatif en groupe. Ce type de stress produit de l'oxytocine qui nous donne envie de nous rapprocher des autres. Il produit de la dopamine qui nous rend plus courageux et nous donne envie d'aider les autres au risque de notre vie. Et il produit également de la sérotonine qui améliore notre intuition et notre intelligence sociale sur le moment. Le contact humain et le fait de venir en aide aux autres est le meilleur moyen d'utiliser le stress de manière positive. Dans une expérience, on a mis des personnes dans des situations très stressantes et on leur a proposé de gérer ça de deux manières différentes. Dans un premier cas, ils devaient utiliser une boule déstressante et appuyer dessus. On a remarqué que ça ne changeait rien à leur activité de leur amygdale, qui est la région du cerveau qui est liée à la peur, et que leur peur ne diminuait pas. On a demandé à un deuxième groupe, dans cette même situation très stressante, de tenir la main de quelqu'un. On a remarqué que l'activité de leur amygdale diminuait et que par conséquent leur peur diminuait également. Dans une étude qui a été faite sur plusieurs années, on a observé des personnes qui avaient vécu des événements traumatiques comme la perte d'un proche, un divorce ou la perte d'un emploi. Les gens qui avaient vécu ces événements traumatiques avaient 30% de risque en plus de décès que les autres qui n'avaient pas vécu ça. Par contre, les gens qui avaient vécu ces événements traumatiques mais qui passaient beaucoup de temps à aider leur communauté, une association, leur église, leurs proches qui venaient en aide à des gens de leur famille, etc., eh bien ces gens-là n'avaient pas de risque de décès en plus par rapport aux gens qui n'avaient pas vécu d'événements traumatiques. Mais les événements traumatiques peuvent être aussi l'occasion de s'améliorer et de grandir. On parle souvent des troubles post-traumatiques, mais on ne parle pas assez de la croissance post-traumatique. Par exemple, au Sierra Leone, qui est un pays où il y a eu beaucoup d'enfants soldats à une époque, on a remarqué qu'aujourd'hui, ces enfants soldats sont souvent devenus des médecins, des journalistes, et qu'ils ont un succès dans la vie qui est très étonnant pour la plupart des gens, parce qu'on s'imagine que vivre ces situations très stressantes dans son enfance va ruiner leur chance d'être heureux un jour. Mais souvent, c'est exactement l'inverse. On a observé que chez les ambulanciers, 99% avaient vécu des situations traumatiques et on avait tiré beaucoup de choses positives. On a remarqué que les femmes qui avaient découvert qu'elles étaient atteintes par le sida, 84% d'entre elles avaient vu quelque chose de positif et on avait tiré une croissance post-traumatique. Et c'est quelque chose qui est bien plus courant qu'on l'imagine. La croissance post-traumatique n'est pas un événement rare.
Et ça veut pas dire que ces gens-là ont ressenti aucune souffrance par rapport à leur traumatisme ancien. Elles ont ressenti aussi des choses négatives, mais plus elles ont ressenti un stress, un trouble post-traumatique, et plus leur croissance post-traumatique était important également. Les deux sont liés et vont ensemble. Alors la question c'est comment tu peux faire pour changer ta vision du stress et en tirer quelque chose de positif. C'est bien beau de se dire que le stress c'est quelque chose de positif, mais comment je fais pour y croire dans cette société où tout le monde me répète tout le temps que le stress c'est mauvais? Eh bien en fait c'est beaucoup plus simple de changer son état d'esprit qu'on ne le croit. Ça peut se faire en moins d'1 heure. Par exemple, dans une école d'élite américaine qui s'appelle la Ivy League, on a observé deux choses. C'est que les étudiants afro-américains avaient souvent moins de sens d'appartenance dans ces groupes-là. Et leurs résultats aux examens sont voyés changer et inférieurs aux autres étudiants. On a fait l'expérience suivante, c'est qu'on a proposé à ces élèves de lire un texte au début de l'année, un essai sur le fait de sentir qu'on n'appartient pas à un groupe, qu'on n'est pas vraiment intégré à celui-ci. Dans cet essai, ils pouvaient lire l'histoire d'une personne qui sentait ne pas appartenir à la Ivy League et comment elle avait fait pour finalement réaliser que tout le monde avait un peu ce sentiment que c'était quelque chose de général et que c'était quelque chose de temporaire qui allait passer. On a ensuite demandé à ces étudiants d'écrire eux-mêmes un essai sur le sujet. On leur a demandé ensuite d'enregistrer une vidéo sur ce sujet-là. L'expérience a duré seulement 1 heure et pourtant ces élèves, même des années après, ont eu de bien meilleurs résultats, étaient en bien meilleure santé. Et la différence qui existait entre les résultats de ces étudiants issus de minorités et les autres étudiants avait totalement disparu parce qu'ils avaient pris ce sentiment d'appartenance. Tout ça à partir d'une simple intervention qui était de lire un texte, d'en écrire un et de faire une courte vidéo. On a aussi fait cette expérience sur des femmes très minoritaires dans des écoles d'ingénieurs et on a observé le même type de résultats et leur même capacité à mieux s'intégrer dans ces groupes-là. Dans l'école la plus défavorisée de San Francisco, on a fait ce même type d'intervention sur l'état d'esprit. On a demandé aux élèves de lire un texte sur l'histoire de quelqu'un qui avait le sentiment d'être mal jugé par les autres. Il expliquait comment c'était quelque chose de temporaire et comment ce sentiment était universel et que ce que l'on était à un moment donné ne nous définissait pas pour le reste de notre vie. Ils avaient lu cet essai sur le changement. Ensuite, ils ont dû écrire eux-mêmes un essai sur le changement. Des années plus tard, les élèves qui avaient reçu cette intervention-là, par rapport aux élèves qui ne l'avaient pas reçue, ils avaient de bien meilleurs résultats aux examens. Le problème des interventions sur l'état d'esprit, de ces simples essais où on va lire quelque chose, écouter quelque chose et réfléchir sur un sujet, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Les gens n'y croient pas. Pourtant, simplement en regardant cette vidéo, simplement en faisant un exercice où tu vas écrire tes valeurs, où tu vas essayer de réfléchir au fait que le stress est quelque chose de positif et que les expériences très négatives, tu peux en tirer toujours quelque chose de très positif pour toi. Simplement en réfléchissant sur ce sujet maintenant et en écrivant un peu sur ce sujet, cela peut changer ta vie pour toujours. Parce qu'une idée, à partir du moment où elle est insérée dans ton esprit, elle peut prendre comme un virus. Elle explique, Kelly McGonigal, que les gens qui avaient subi les différentes interventions que j'ai décrites là ne se rappelaient souvent pas de ces interventions. Dans leur majorité, ils avaient oublié l'intervention initiale où ils avaient changé leur état d'esprit. Mais les effets étaient quand même là. Donc même si tu regardes cette vidéo maintenant, que tu fais un exercice où tu vas écrire tes 3 valeurs les plus importantes, même si dans 1 an tu l'as oublié, c'est pas grave. Parce que si l'idée prend en toi, qu'elle s'enracine comme un virus, comme dans le film Inception, eh bien ça va avoir des effets très positifs pour ta vie. Vous venez de voir mon résumé du livre The Upsides of Stress de Kelly McGonigal, qui est, vous l'avez compris, un livre excellent. Je suis un fan, je suis une groupie absolue de Kelly McGonigal. Lisez Willpower Instinct aussi. Pour l'instant, en termes de développement personnel pur, c'est le livre le plus intéressant que j'ai lu de la liste des 30 livres. Je suis en train de faire un projet de 30 jours, 30 livres, où je lis 30 jours, je lis 30 livres en moins de 30 jours. Si vous connaissez quelqu'un de très stressé, conseillez-lui ce livre, envoyez-lui cette vidéo, je vous conseille vraiment de le lire. C'est pas un anglais très difficile, le livre précédent que j'ai résumé sur cette chaîne était un peu plus compliqué, celui-ci est vraiment lisible, vous n'avez pas besoin d'être très bon en anglais. Le livre est pas en français, c'est dramatique, un jour je ferai une maison d'édition et je publierai la traduction de ce livre. Voilà, lisez-le. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais résumer le livre Pyrrhus et Cineas de Simone de Beauvoir, qui est un livre sur le fait de poursuivre toujours un objectif plus grand, sur l'ambition. Enfin, a priori c'est ça, mais je sais pas. Abonnez-vous à Autodisciple pour qu'on atteigne 100 000 abonnés en moins d'1 an, avant 2017. Puis abonnez-vous à la lettre si vous voulez recevoir un courrier, un mail toutes les semaines avec des petits conseils sur l'autodiscipline, sur la productivité. Et passez une très bonne journée, pleine de stress, pleine de sens, pleine d'apprentissage et pleine de croissance. C'était Raj pour Autodisciple.